Et nous accueillons tout de suite Monsieur Julien Laroche, directeur de la division marché obligataire et secteur financier à l'AMF, pour une intervention sur le marché obligataire et ses évolutions ou révolutions. Merci. Mesdames, Messieurs, tout d'abord, permettez-moi au nom de l'AMF de vous remercier pour l'invitation à venir m'exprimer devant vous ce jour. Nous attachons, vous le savez, une grande importance au dialogue avec les acteurs qui interviennent et participent activement au dynamisme et au rayonnement de la place financière de Paris. Les trésoriers d'entreprise que vous êtes sont évidemment des interlocuteurs clés avec lesquels nous avons su mettre en place, je le crois, une relation de confiance, de travail, dans un esprit de dialogue pragmatique et exigeant, que ce soit à l'occasion de chacun des prospectus obligataires que nous approuvons ou lors des échanges réguliers que nous avons avec vos associations professionnelles et notamment l'AFTE qui est dans la salle et que je salue. Nous fêtons aujourd'hui les 15 ans du master. En 15 ans, les financements sur les marchés de capitaux ont fortement évolué, en particulier les financements obligataires, qui sont devenus essentiels dans le mix de financement des grands groupes. Au cours de cette période, l'endettement par les financements de marché s'est considérablement développé au sein de nos entreprises. Si la tendance est globale et mondiale, elle a été particulièrement marquée en France. En 15 ans, la place financière de Paris a ainsi développé son savoir-faire sur les financements obligataires. En 15 ans, le nombre de programmes EMTN approuvés par l'AMF a plus que doublé. Plusieurs facteurs expliquent ces évolutions. La première raison repose avant tout sur le contexte macroéconomique de la décennie passée, exceptionnel à bien des égards. Des taux très faibles, des liquidités abondantes, une inflation nulle. Je sens dans cette salle de trésoriers une certaine émotion à l'évocation de cet âge d'or. Les politiques monétaires et d'achat massifs conduites par les banques centrales à l'issue de Lehman Brothers et de la crise des dettes souveraines ont fortement et résolument soutenu le développement des émissions obligataires sur les marchés en faisant une ressource à bas coût, rapide et avec un risque d'exécution de l'opération qui avait quasiment disparu. Le cadre réglementaire et la régulation, vous n'y échapperez pas avec moi aujourd'hui, ont également connu d'importantes évolutions qui ont sans doute permis d'accompagner ce développement. C'est d'abord et avant tout au niveau européen que se passait la réglementation. Plusieurs objectifs ont été poursuivis au cours des 15 dernières années, mais avec pour principal fil rouge la volonté de faciliter le recours au marché de capitaux pour les émetteurs européens et une volonté d'harmonisation réglementaire au sein des États membres dans l'optique de créer un vaste marché intérieur. En 15 ans, nous avons par exemple connu deux réformes majeures du corpus réglementaire sur le prospectus. La réforme de 2012, dite pour ceux qui étaient là à l'époque Directive Prospectus 2, était une directive de sortie de crise financière. Elle visait à améliorer l'information présentée dans les prospectus et permettre à l'investisseur de comparer plus aisément les informations présentées d'un prospectus à l'autre. Le pari était alors fait qu'un investisseur mieux informé et une transparence accrue devaient renforcer leur confiance dans les marchés et en favoriser le développement. Cette directive a été ainsi plus normative, a cherché à préciser, à standardiser l'information attendue. La volonté d'harmonisation au sein de l'Union était déjà très présente avec la montée en puissance de l'ESMA et c'est à cette époque que cette doctrine a commencé à sensiblement s'enrichir avec la publication de Q&A et d'orientation pour nous indiquer la manière dont on devait mettre en œuvre cette directive. Plus proche de nous, la réforme de 2019, dite Prospectus 3, visait, elle, avant tout, deux objectifs. Le premier objectif était d'accroître la pertinence de l'information présentée dans le prospectus avec une information plus ciblée, plus ramassée, mais plus pertinente. La taille des résumés ont été limitée à 7 pages. Les facteurs de risque présentés dans les prospectus ont été limités aux seuls risques importants et spécifiques aux émetteurs pour éviter les développements faibles sur les risques. L'information exigée dans le prospectus obligataire a été simplifiée lorsque l'opération s'adresse à des investisseurs professionnels. De même, un schéma de prospectus spécifique aux PME et aux ETI ont été créés pour pouvoir avoir un niveau d'information adapté à la taille de ces acteurs.
Le deuxième objectif de la réforme était d'accroître encore davantage l'harmonisation européenne dans l'application du texte. Nous sommes ainsi passés d'une directive à un règlement d'application direct ne nécessitant plus de transposition en droit interne. Pour la première fois aussi, le règlement est venu préciser les contrôles que doivent réaliser les autorités telles que l'AMF lorsqu'elles instruisent le prospectus et vérifient son caractère complet, cohérent et clair. Toujours dans cette perspective de mieux informer les investisseurs et mobiliser l'épargne, l'information délivrée à l'investisseur non professionnel s'est considérablement renforcée à partir de 2018. Je ne vais pas m'étendre sur ces éléments car ce n'est pas à vous que je vais apprendre que le marché obligataire est surtout un marché aujourd'hui entre professionnels. Mais nous pouvons rapidement évoquer le règlement PRIPS, un document d'information, le kit PRIPS, précontractuel, présentant une information ramassée sur 3 pages, ultra normalisée et devant permettre à l'investisseur de comparer aisément son investissement entre différents domaines, les marchés de capitaux, la gestion d'actifs et l'assurance. Nous pourrions également évoquer le renforcement de l'accompagnement de l'investisseur dans sa prise de décision avec la réforme de MIF de 2018. Au cours de ces 15 ans, l'AMF a souhaité accompagner cet essor du marché obligataire en général et le dynamisme de la place de Paris en particulier. Nous avons pour cela mis en place une stratégie assumée visant à nous rendre attractifs sans sacrifier à l'exigence. L'attractivité de l'AMF a été un enjeu majeur pour nous au cours des 15 dernières années car, vous le savez, la réglementation permet à l'émetteur de choisir l'autorité qui approuvera son prospectus et c'est une bonne chose. Notre approche mise en place repose sur 3 piliers. Elle a reposé et elle repose encore sur ces 3 piliers. Le premier pilier, c'est la réactivité de nos équipes et le respect scrupuleux des calendriers d'opérations financières. Nous avons bien conscience que le calendrier d'une émission obligataire est son principal facteur clé de succès. Aussi, nous garantissons à l'AMF le respect des calendriers d'instruction convenus et nous avons développé un prospectus d'instruction agile avec un pilotage fin du timing. Deuxième pilier, la crédibilité de nos équipes. Nous avons diversifié nos profils, financiers, juristes, chacun ayant eu une expérience professionnelle préalable avant de nous rejoindre, dans la banque, dans les équipes de trésorerie, dans des cabinets d'audit ou encore des cabinets de conseil juridique. Nous exigeons de nos collaborateurs une très forte connaissance de la réglementation, ça va de soi, mais également des produits et du marché. Notre approche est une approche par les risques, exigeante mais pragmatique. Troisième pilier enfin, la qualité des relations et du dialogue que nous avons mis en place avec les acteurs. Nous souhaitons que notre offre relationnelle soit de haute qualité. Chaque société se voit confier un interlocuteur unique chez nous, qui l'accompagnera dans la mise en œuvre de la réglementation, qui connaît la société, qui connaît son historique et ses opérations passées, qui est joignable en permanence par téléphone ou par mail. Nous sommes parvenus à instaurer des relations de confiance avec les émetteurs basées sur une écoute et une orientation pragmatique assumée. En 2019, nous avions interrogé plusieurs émetteurs, plusieurs banques et plusieurs conseils juridiques quant à la qualité de l'offre que nous apportions lors de la revue des prospectus. Si l'exercice était inédit pour un régulateur, les résultats nous honorent et nous obligent. Les résultats de cette stratégie aujourd'hui sont bien là et nous vous en remercions car il s'agit d'un travail collectif. Bien sûr, cette forte croissance des émissions obligataires en France et dans le monde au cours des 15 dernières années n'a pas été parfaite et on en observe quelques limites. Le contexte macroéconomique que j'ai rappelé a favorisé le développement d'un marché primaire entre professionnels et les émissions sur le marché primaire ne sont réservées qu'aux seuls investisseurs institutionnels. La décennie qui vient de s'écouler n'a ainsi pas vu d'importantes offres au public d'obligations ou très peu et l'épargnant français n'a donc pas été sollicité. Les PME et les ETI n'ont globalement pas profité de cette expansion des financements obligataires par le marché, car le montant d'une émission et ses coûts restent élevés. Par exemple, il est très rare qu'à l'AMF, nous approuvons des prospectus en dessous de 100 millions d'euros. Nous saluons toutefois les initiatives de place qui ont été conduites au cours de ces dernières années pour tenter de permettre aux PME et aux ETI d'accéder à ce type de financement, malgré, on doit le reconnaître, un succès mitigé. Nous pensons particulièrement à la charte EuroPP, qui est l'initiative qui a le plus prospéré ces dernières années. Bien que le bilan des 15 dernières années, vous l'aurez compris, est plutôt positif, voire même très positif sur les émissions obligataires, nous ne devons toutefois pas nous reposer sur nos acquis, car nous devons relever plusieurs défis au cours des prochaines années. Les acteurs, et plus particulièrement les trésoriers que vous êtes, doivent d'abord s'adapter à la nouvelle configuration de marché, marquée par le retour de l'inflation et la fin longue d'une période de taux bas.
J'arrête de remuer le couteau dans la plaie, c'est promis. Il est naturellement essentiel de permettre aux marchés de capitaux de continuer à financer l'économie et nos entreprises, aussi bien par la dette que par l'equity. Nous devons le faire dans un contexte post-Brexit qui met en relief l'enjeu de souveraineté européenne en la matière. Le projet de Listing Act proposé par la Commission européenne en décembre dernier cherche clairement à répondre à cet enjeu. Le Listing Act doit venir modifier plusieurs réglementations de manière plus ou moins importante, plus que moins d'ailleurs, abus de marché, MIF et prospectus. Il est vrai que le projet se concentre davantage sur les prospectus d'introduction en bourse et les émissions de titres de capital afin de les redynamiser que sur les prospectus obligataires, mais il n'en demeurera pas moins un texte important des prochains mois. L'importance croissance de la finance durable, la digitalisation de l'univers financier, l'émergence de l'intelligence artificielle participent également à la mutation de l'industrie financière et des comportements d'investissement. Je ne peux développer chacun de ces enjeux aujourd'hui au risque d'être beaucoup trop long, mais arrêtons-nous plus particulièrement sur l'enjeu de la finance durable en ce qui concerne les émissions obligataires. Depuis le tout premier Green Bond, émis en France en 2014, ce segment de marché a considérablement évolué et a fait de Paris une place de premier plan en la matière. La finance durable, nous l'avons vu, se structure à très grande vitesse. On peut même se demander s'il sera encore possible dans quelques années de réaliser une levée de fonds sur les marchés de capitaux pour un émetteur qui n'adresserait pas ces sujets. Non tant pas du fait de la réglementation, je vais y venir, mais du fait de la demande et des exigences des investisseurs. Nous sommes actuellement en train de passer d'un univers qui était jusqu'à présent non régulé, ou très peu, à un univers réglementé. Depuis 2018, un ensemble de réglementations européennes se met progressivement en place et dont l'AMF devra veiller à la bonne application. L'échelon européen nous semble, en ce qui concerne la finance durable, le plus pertinent. Alors il est vrai que les nouveaux textes sont denses et souvent très techniques. Il est vrai aussi que cet ensemble se met rapidement en place et n'est pas toujours cohérent. Il représente dans sa mise en œuvre opérationnelle un véritable défi pour les acteurs. L'AMF est résolue à être force de proposition pour contribuer à obtenir un ensemble de règles cohérentes et de qualité au niveau européen. C'est à ce titre un pilier important de notre nouveau plan stratégique Impact 2027. En ce qui concerne le marché obligataire et votre métier de trésorier, essayons de donner un peu de sens à ces différents textes. J'ai bien dit essayons. Pour commencer, il fallait déjà, avant toute chose, que l'on s'entende, émetteurs, investisseurs, régulateurs, parties prenantes, sur ce que recouvre la notion même de durable. Nous sommes en train de nous doter d'une grammaire commune sur ce qui est durable. C'est la taxonomie européenne. C'est une avancée importante et une étape clé dans le développement et la structuration de la finance durable. La taxonomie est centrale dans le package de finances durables de la Commission européenne et constitue probablement sa pierre angulaire. La difficulté que nous avions alors, lorsque vous souhaitiez émettre une obligation verte sur le marché, c'est que la notion de ce qu'est un actif vert est une notion assez subjective et que probablement même ce qu'un émetteur pense sincèrement être vert ne correspond peut-être pas forcément à ce que pensent ses investisseurs, voire même que la notion de vert entre investisseurs peut être différente. La réglementation taxonomie doit nous permettre de lever cette difficulté. Le législateur européen a ainsi mis en place une grille de lecture et de classification commune des activités durables. La taxonomie définit des critères de durabilité pour chaque activité économique afin d'identifier celles qui le sont déjà sur un plan environnemental. Ensuite, un élément essentiel, voire à mon sens le plus essentiel si l'on veut que le marché fonctionne correctement, c'est la donnée. La donnée ESG qui va être utilisée par les investisseurs dans leur prise de décision. Il nous faut pouvoir disposer de données durables fiables, permettant de rendre compte de la performance extra-financière de l'entreprise et de sa trajectoire, de manière objective, structurée et comparable d'une entreprise à l'autre. C'est l'enjeu de la directive CSRD qui est actuellement en cours de transposition et qui entrera prochainement en application. Ce texte comporte notamment des normes de reporting détaillées sur l'information extra-financière que les entreprises publieront au sein de leur rapport de gestion. Les entreprises devront également publier des données prospectives. En matière de plan de transition, les sociétés devront communiquer en particulier des objectifs à long terme et des objectifs intermédiaires, fixer leur levier d'action,
les ressources financières mobilisées dans cette perspective et les informations sur le suivi et les progrès dans le temps. Mais limiter la future réglementation CSRD à un simple reporting réglementaire, ça serait passer en grande partie à côté de l'exercice, de l'ambition et de la valeur ajoutée que peut représenter cette réglementation. Il ne faut en effet pas perdre de vue l'enjeu fondamental, celui que l'on cherche et que l'on poursuit, de la transformation et de la transition réelle des entreprises et des organisations. Le reporting doit en être le réceptacle. Faire en sorte que le reporting réglementaire soit véritablement la résultante de la stratégie, des politiques et actions concrètes de l'entreprise en matière de durabilité, plutôt qu'une contrainte réglementaire, voilà l'enjeu, cela nécessite de vous y préparer. Dans quelques temps, nous partagerons donc une vision commune de ce que recouvre la notion de durable avec taxonomie. Nous bénéficierons davantage de données de meilleure qualité et plus fiables, y compris prospectives, de nos entreprises avec CSRD. Nous pourrons donc opérer une montée en gamme dans les émissions obligataires durables. C'est l'ambition du futur texte EU Green Bond Standard. Il s'agit d'un règlement d'application volontaire qui encadrera pour les émetteurs qui le choisissent leurs émissions de Green Bond et de SLB. Il constitue également une étape importante dans la structuration de la finance et en particulier pour le marché obligataire. Ce texte est très inspiré du cadre d'autorégulation qui existe aujourd'hui et développé par l'ICMA, basé sur la transparence de l'information quant à l'utilisation des fonds et aux projets ou actifs qui sont financés. Sa valeur ajoutée repose sur 3 principaux éléments qui le rendent, à mon sens, plus premium que les standards existants aujourd'hui. Premièrement, les fonds levés devront être investis dans des projets alignés avec la taxonomie européenne. Deuxièmement, il permet la régulation des différents certificateurs Second Opinion Provider ou Third Opinion Provider en conférant à l'ESMA un pouvoir de supervision directe en la matière. Et enfin, troisièmement, il confère aux autorités nationales telles que l'AMF des pouvoirs de supervision du texte. Nous avons bien conscience qu'aujourd'hui, le EU Green Bond Standard fixe la barre assez haute par ses exigences et qu'il est probable qu'il soit au départ utilisé par un nombre restreint, voire très restreint d'émetteurs. Mais vous l'avez compris, il s'inscrit dans une dynamique d'ensemble dont les différentes briques du puzzle commencent tout juste à s'emboîter les unes aux autres. À plus moyen terme, nous espérons que ce standard soit davantage utilisé. Enfin, bien sûr, si l'on veut que tout cet ensemble fonctionne correctement, conserver la confiance des acteurs, et notamment des épargnants, il nous faut résolument lutter contre le greenwashing. Le greenwashing, tout le monde est contre, mais il est difficile de cerner davantage le concept quand l'on rentre dans des cas individuels ou des dossiers spécifiques. Des travaux sont en cours sur ce sujet. La Commission européenne a chargé l'ESMA, l'EBA et l'AIOPA de préciser les contours du greenwashing financier et de formuler des recommandations concernant soit le cadre réglementaire à destination des acteurs ou des produits, soit également les bases d'action des autorités nationales en vue de lutter efficacement et de manière convergente contre le greenwashing. Si le rapport final est attendu pour le premier semestre 2024, un premier rapport intermédiaire a été publié il y a quelques semaines. Il ne donne pas non pas une définition de ce qu'est le greenwashing financier, mais disons un niveau d'acceptation commun aux 3 autorités du concept. Je trouve intéressant de noter que ce rapport souligne d'ores et déjà certaines caractéristiques essentielles du greenwashing financier, comme par exemple le fait qu'il peut être intentionnel ou non intentionnel, relever d'une action, d'une affirmation ou, ce n'est pas neutre, d'une omission. Je voulais terminer cette intervention en vous indiquant que nous continuerons à accompagner vos sociétés sur les opérations, sur les marchés bien sûr, dans la mise en œuvre de ces réglementations, en recherchant toujours le bon point d'équilibre entre exigence et pragmatisme, entre protection de l'épargnant et attractivité, entre accompagnement des émetteurs et de leur innovation et la lutte résolue contre le greenwashing. Nous serons au rendez-vous de vos attentes et vos besoins car nous nous y préparons. Nous sommes confiants dans notre capacité collective à relever ces défis. Je vous remercie.